ce Covid-19 a mis l'économie mondiale à terre. Voilà, on l'a pris de plein fouet et on pensait pas que au XXIe siècle, on pouvait à ce point-là se faire, prendre par surprise par un virus de cette ampleur qui n'est pas un des plus gros virus auquel on a eu à faire face. Donc voilà, ça devait être normalement une promenade de santé, mais là apparemment non. On est arrivé à un point où plus de 3 milliards de gens sont confinés. On a arrêté 30 à 40% de l'activité économique dans certains endroits. Donc on est vraiment face à disons une crise d'une ampleur conséquente. Et on se dit que le système qui n'a pas su réagir ou anticiper cette crise doit être sûrement un peu fautif quand même dans cette crise. Donc on s'interrogera sur savoir si le système qui a mené à cette crise est le problème ou est-ce qu'il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, etc. Et donc on envisagera un peu ce qui va venir ensuite. Toute la discussion sur le monde d'après. Sans oublier évidemment cette question qui est brûlante, qui est l'extension de la pandémie au-delà des pays dits industrialisés. Donc dans tous les pays en développement, que ce soit l'Inde, l'Afrique, l'Équateur, Haïti, donc on va en parler. C'est quand même des choses qui font redouter, une pandémie bien plus sévère que ce qu'on a encore, même si elle est très sévère aujourd'hui, elle pourrait être encore plus sévère. Donc il va falloir vraiment discuter de ça. Alors sur la question de cette crise économique, donc l'idée c'est que c'est une crise de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas la finance qui a créé cette crise. C'est d'abord une crise sanitaire qui a impacté la production. Et il a fallu arrêter la production. Donc on a un trou dans la production qui fait que tout ce qui était associé à cette production, dans la finance, etc., a commencé à vaciller. Et ce qu'on a vu, c'est que on va dire, il y a eu une mise en place pour le coup d'une vraie machine de guerre de respirateurs artificiels, mais pour la finance, où on a injecté de l'oxygène monétaire en masse dans le système pour, assurer la continuité des paiements, la continuité des crédits, des paiements des crédits, etc. Toutes les dettes qui sont dans le système. Parce que on peut pas mettre pause sur un système comme ça qui est mis en mouvement. Il faut forcément qu'à un moment il y ait des paiements qui soient faits. Donc il fallait de toute façon injecter de la monnaie, en tout cas dans le système, pour le faire continuer sans qu'il y ait en fait une rupture brutale. Alors c'est ce qui a été fait. Bon, je vais y revenir parce que c'est, les secteurs aujourd'hui qui sont alimentés par cet oxygène monétaire sont pas forcément les bons. Et même, il y en a beaucoup qui sont pas les bons et il y a des petits malins qui en profitent pour prendre cette monnaie pour, rembourser leurs spéculations et leurs pertes dans la spéculation. Donc ce qu'on a vu, c'est que l'ONU a dit qu'il fallait au moins 10% du PIB pour résoudre cette crise économique. Donc c'est à l'équivalent de 3 000 milliards. Eux, ils avaient dit qu'ils allaient mettre de l'argent aussi là-dedans. Donc ils ont demandé à faire des droits de tirage spéciaux. Ils ont demandé aussi à ce qu'il y ait des annulations de dettes. Alors ça, on va en parler, mais ça n'a pas encore été mis trop de l'avant par certains, et des subventions directes au régime de santé, au système de santé. Donc ça, c'est ce que l'ONU a demandé avec la CNUSED. Donc 3 000 milliards, c'était le minimum. Voilà. Le G20, eux, ils ont dit on va mettre 5 000 milliards. Donc les États ont dit on va mettre 5 000 milliards. Donc on a vu les États-Unis qui ont mis 2 000 milliards, la Chine a mis pas mal aussi. Et ensuite, il y a eu donc les banques centrales. Donc la Réserve fédérale a d'abord mis 5 000 milliards de dollars
pour, disons, racheter des actifs financiers. Donc parce que évidemment, quand vous avez plus d'activité, tous les paiements tombent, donc tous les crédits qui étaient associés commencent à ne plus être remboursés, donc la note qui est associée à ça diminue. Donc il y a des événements de crédit, c'est-à-dire des gens qui pourraient faire défaut, et s'il y a défaut, il y a une réaction en chaîne avec toute la chaîne des produits dérivés, des assurances sur les crédits, qui peut en fait faire exploser tout le système. Donc l'urgence de la Réserve fédérale, c'était de dire bon, il faut que tous les paiements se fassent. Donc ils ont arrosé en fait le système, et tous les gens qui avaient des crédits, on va dire à terme, ils les ont renfloués. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui même ils disent on va racheter tous les bons, même les junk bonds, c'est-à-dire les bons pourris. Toutes les obligations pourries, ils les ont aussi admises dans ce système. Et ils ont rajouté très récemment, donc hier, aujourd'hui, 2300 milliards, donc destinés aux entreprises, mais voilà, toutes les entreprises. Donc ils ont dit aucune entreprise ne fera faillite sous mon mandat. Alors si vous prenez juste les 5000 milliards de la Réserve fédérale, les 2000 milliards que Trump et le Sénat ont voté, les 2300 milliards qui y sont ajoutés, on est à plus de 12 fois le plan TARP, qui était le plan de la crise de 2008, d'accord, qui était de 700 milliards. À l'époque, on pensait que c'était énorme. Là, on est à plus de 9300 milliards, rien que pour les États-Unis. Donc on voit déjà les proportions, et ça c'est juste pour éviter que le système tombe. Le problème c'est qu'évidemment on injecte de la monnaie, mais on ne fait pas de production. Donc remplacer la production par de la monnaie, normalement, bon, ça marche pas. Donc il va falloir y revenir, ce sera sûrement dans vos questions. Mais voilà, justement, c'est ce que dit Sébastien très, très justement dans les commentaires. C'est que voilà, on remplace pas de la production par de la monnaie. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette monnaie injectée? C'est la grande question. Il y a eu aussi le fameux krach boursier, donc on en a beaucoup parlé à un moment. Les estimations, c'était qu'il y avait eu 40 000 milliards de dollars qui avaient été volatilisés. Alors, en gros, c'est que la valeur théorique des entreprises sur la bourse a diminué de 40 000 milliards. D'accord? Donc ça veut dire que, en gros, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un petit problème, alors en fait toutes les entreprises, on pense qu'elles valent pas ce qu'elles valent vraiment. Donc ça prouve vraiment la susceptibilité des marchés en fait à une pichenette, à quelque chose qui dans le système fonctionne plus, et tout d'un coup tous les espoirs, les fantasmes qui se font sur la réalité s'évaporent. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Depuis c'est remonté un petit peu, mais parce que la Fed a injecté beaucoup. Mais ça montre que voilà, déjà dès qu'il y a un problème, il y a une désintégration des marchés. C'est-à-dire que les marchés ne fonctionnent plus, on ne sait plus quelle est la valeur des choses, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à voir, c'est que les marchés n'opèrent pas dans une crise importante, ils ne fonctionnent plus. Et donc il va bien falloir résoudre, ce problème après, pendant et après. Alors ensuite, il y a eu le pétrole qui s'est effondré, il s'était déjà effondré un petit peu, mais ça s'est accentué avec la crise, parce qu'il y a eu moins de demandes, donc il y avait une surproduction. On a une crise alimentaire aussi qui a commencé à émerger, puisque en fait une crise de production déjà, parce que beaucoup de pays qui fabriquent du blé, on pense à la Russie ou à d'autres, ont commencé à garder leur blé pour eux, et ils en avaient de moins en moins à cause de l'effondrement de la production, donc les prix ont augmenté. Donc ça fait planer aussi sur l'économie mondiale un grand problème alimentaire. Et il va falloir surveiller ça de très près. Et on va en parler, je pense, dans la discussion. Mais voilà. Alors, pour ce qui est de l'Europe, nous, on a aussi, donc à l'Europe, on a fait la BCE qui a mis 1100 milliards d'euros, un peu en rachat d'actifs aussi. Mais ils n'ont pas fait comme la Banque d'Angleterre qui vient d'annoncer qu'elle rachetait directement en fait la dette du trésor public pendant cette crise. Donc c'est-à-dire qu'on a un cas la Banque d'Angleterre elle a toujours refusé de faire ça, mais là en période de crise ils disent
c'est quand même sympa comme système, ça permet de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Donc, est-ce qu'ils vont le garder après la crise? Ça, la grande question. Mais en tout cas, voilà, ils ont décidé de faire ça. La BCE n'a pas décidé, évidemment, c'est interdit par les traités, de racheter directement les dettes des États, notamment ceux qui seraient en difficulté actuellement. On pense à l'Italie, à l'Espagne ou à la France. Donc, toutes les discussions à l'Union européenne ont été de dire bon, on va arrêter la règle des 3% de déficit. De toute façon, personne n'y croyait. La règle des 60% de dette publique, personne ne la respectait. Et donc, il y a eu un gros débat sur est-ce qu'on fait des Corona bonds, c'est-à-dire des obligations groupées de tous les États européens pour, disons, subvenir aux besoins de crise des pays, notamment du Sud. Évidemment, les Allemands, les Autrichiens et les Hollandais, ils ont vu un peu la magouille, ils ont dit « oulala, ça, c'était un peu comme les eurobonds qu'on nous avait proposés, donc on n'en veut pas, parce que tout le monde va faire n'importe quoi, et ce sera la porte ouverte pour le futur à d'autres choses. » Donc ils ont activé le MES, le Mécanisme européen de stabilité, donc qui est abondé par les États européens, et qui normalement sert, avec une mise de départ, à aller emprunter sur les marchés pour ensuite avoir une puissance d'investissement ou pour sauver certains États. Donc le MES, ils vont mettre 240 milliards d'euros. Sauf que le MES, il y a des petites conditions. Et ces petites conditions, c'est que vous pouvez avoir l'argent seulement si vous faites un effort budgétaire, pour dans l'avenir pour pouvoir rembourser, évidemment. Donc ça c'est un peu décrié puisque c'est en pleine crise, on est en train de dire aux gens voilà, vous avez vos hôpitaux qui sont mal, mais à cause de l'austérité sûrement. Mais par contre on va vous prêter de l'argent dans la crise, mais après il faudra nous les rendre avec de l'austérité, vous voyez. Donc c'est pas vraiment la meilleure des équations, on va dire. Voilà, donc après on a mis 200 milliards de la Banque européenne d'investissement, qui était déjà prévu de toute façon, et 100 milliards d'euros pour le chômage partiel qui a été décidé dans certains pays. Donc bon, c'est, on va dire, pas une réponse qui va au fond des choses, et ça laisse planer pour l'avenir des quelques problèmes. La France, nous, on a mis 300 milliards d'euros en garantie, donc on emprunte sur les marchés pour pouvoir ensuite prêter aux entreprises, à toutes les entreprises en difficulté. Donc évidemment, Édouard Philippe, il a dit que, oui, le sérieux budgétaire va quand même être de mise après, parce que, on va quand même pas rester avec toute cette dette sans rien faire. Donc, vous voyez, qu'il commence à préparer, en fait, au lieu de, on va voir, on va en discuter, mais c'est vraiment, on voit qu'il change pas de logiciel, pour l'instant, il reste dans crise ou pas crise, quand on a de la dette, on rembourse, et puis c'est tout. Voilà, donc ce qui est important à savoir, c'est que, à comprendre en tout cas, je pense, c'est cette question que si on n'avait pas mis tout cet argent, en gros, il y aurait eu un défaut de paiement très très clair dans le système financier, dans tout un tas d'endroits. Et comme vous avez des produits dérivés qui font des réactions en chaîne, on aurait eu en fait un effondrement du système. Donc ce coronavirus, il révèle l'état de pourriture en fait du système. Que tous les gens qui suivent notre site et nos idées depuis des années savaient, mais en tout cas c'est un révélateur assez flagrant. Donc voilà, la question qui va se poser, c'est pourquoi en fait on a mis tous ces produits dérivés, soi-disant pour garantir le crédit, garantir la stabilité du système. On a laissé le marché créer la stabilité, mais on voit que dès qu'il y a un problème, ça s'évapore. Donc comment on va, créer un système dans lequel la confiance n'est pas basée juste sur la finance ou sur les produits financiers, mais sur un plan, une certaine conception de l'avenir, une certaine rigueur de pensée, une rigueur dans l'économie, d'investissement dans l'économie physique, etc., etc. Ça, c'est le grand défi. Donc voilà, je vais encore parler 2-3 minutes, mais c'est que il y a des choses qui sont en train d'émerger aujourd'hui comme débat. Il y a eu le débat qu'on a lancé sur la fermeture des marchés financiers. Donc l'idée que puisque on est obligé de mettre tout cet argent pour les renflouer, peut-être qu'il aurait mieux fallu les fermer pendant un temps pour laisser passer la vague, et pendant ce temps-là renflouer plutôt l'économie physique,
plutôt que des spéculations. Donc ça, c'était la première chose, et on pense que c'est encore une chose à faire aujourd'hui. On n'est pas trop en retard. Il y a eu le débat de faire de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire de donner de la monnaie directement en fait à la population. Est-ce que ça aurait été une bonne idée ou pas? On peut se demander, parce que bon, chaque personne ayant ses propres intérêts, est-ce que ça aurait fait, disons, une vertu publique? C'est une question à se poser. On a eu aussi donc un débat sur est-ce que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, pouvait, disons, annuler dans son bilan les titres de dette des États européens directement, puisqu'elle a acheté des titres à des banques, des titres de dette d'État à des banques, et donc elle les a dans son bilan, et elle pourrait dire, bon, allez, je passe l'éponge, du coup ça ferait de la monnaie en circulation en plus, mais du coup on passe l'éponge. Ça aurait été une solution qui n'a pas été envisagée pour l'instant par Christine Lagarde, hein, vous en doutez bien. Et voilà, il y a encore une autre idée, c'est l'annulation des dettes. Les dettes coronavirus. Donc il y a par exemple Frédéric Pelletier, qui était un ancien juriste de la Banque de France, qui lui il dit voilà, c'est très simple, tous les pays ont eu des problèmes dans leur production, donc tout le monde a accumulé de la dette d'une certaine manière. Donc pourquoi est-ce que tout le monde devrait payer sa dette alors que tout le monde a été frappé par le même problème? Le mieux, ce serait de dire on fait un accord, ce qu'il appelle un nouveau Bretton Woods, donc un accord international, sur l'effacement, l'annulation des dettes coronavirus. Et à ce moment-là, voilà, tout le monde est quitte et on reprend avec, au lieu d'avoir un fardeau de dette qui est impayable, puisqu'on n'a pas produit pour cette dette, donc ce sera impayable de toute façon. Donc plutôt que d'imposer ce paiement, on fait un accord international. Ça, c'est ce que nous, on propose aussi. On pense que c'est absolument nécessaire et qu'il faut ces accords entre États. Et ça veut dire des accords, donc créer, disons, très rapidement, une rencontre au sommet avec les 4 plus grands chefs d'État de la planète, hein, des États-Unis, de la Chine, de la Russie et de l'Inde, et avec la France qui pousse derrière comme elle peut et qui change sa mentalité avant. Et à ce moment-là, on peut faire, disons, des accords entre États sur ces annulations de dettes, sur, disons, vu que les marchés ne fonctionnent plus pendant cette période de crise, on peut faire aussi des accords qu'on dirait de troc, c'est-à-dire sur les denrées alimentaires, les ressources, voilà, le pétrole, etc., de faire des accords de troc, donc pour justement éviter d'être pris par les marchés. D'accord ? Et donc nous, notre parti va participer en avril, le 25 et le 26 avril, à une conférence internationale organisée par l'Institut Schiller, qui sera une visioconférence dans laquelle on va parler justement de ces solutions, de ce que ces 4 puissances devraient faire pour créer ces accords entre États. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez participer. On vous y invite. Vous avez les invitations sur notre site. Et voilà. Et avant de partir alors je vais juste prendre 2-3 questions qui sont intéressantes de Antonin, donc, qui dit: j'ai l'impression que les traités européens empêchent les réquisitions. Oui, c'est vrai que c'est difficile les réquisitions dans le carcan, on va dire, des traités européens, puisque voilà, la libre concurrence, la non-intervention des États dans l'économie, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que c'est un dogme qui devra peut-être exploser après cette crise. En tout cas, il faut pousser pour ça. Voilà, alors qui c'est que j'ai aussi? Michel Désert, donc n'aurait-il pas fallu fermer les cotations boursières, par exemple, qui profite alors PETA profite de la baisse des cotations des grandes boîtes de vêtements pour racheter leurs actions et faire ensuite pression sur leur politique. Et oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il aurait fallu arrêter ces cotations parce que vous avez des petits profiteurs un petit peu dans tous les coins. Vous aviez notamment aussi les ventes à découvert, hein, c'est-à-dire que des gens pouvaient vendre à l'avance des titres qu'ils n'avaient pas pour anticiper la baisse et ensuite ils les rachètent quand ils sont bas pour dire qu'ils les avaient.
Voyez, donc ça, la vente à découvert, ça a été heureusement interdit, mais c'est qu'une petite partie en fait de de toutes les magouilles qui peuvent se faire sur les marchés. Donc la fermeture, ça aurait été vraiment le meilleur moyen. Donc il y a un autre aspect donc qui va se présenter à nous assez rapidement et qui se présente déjà en fait, et beaucoup de gens commencent à vraiment s'alarmer, c'est la pandémie dans les pays en voie de développement. Parce que vous avez vraiment en fait un risque énorme que ça parte en cacahuète, que ça parte vraiment dans une explosion de cas avec les services de santé qui ne pourront pas du tout faire face. On a notamment le docteur N. Gasong, donc qui est le directeur du Centre pour le contrôle des maladies d'Afrique, donc qui est une instance internationale. Il dit, vous savez, voilà, l'Afrique, on est face à une population donc qui est très pauvre évidemment. Bon, ça, je pense qu'on le sait, même si on l'oublie souvent. On dit qu'il faut qu'ils se lavent les mains, mais il n'y a pas forcément d'eau courante partout. Le savon, c'est déjà nous, on a eu du mal en France à en mettre dans toutes les écoles pour nos gamins, donc vous imaginez bien que c'est pas forcément quelque chose qui est admis partout. Vous avez des zones de guerre, vous avez des bidonvilles où les gens sont entassés, donc la distanciation physique, c'est pas évident. Vous avez des camps de réfugiés un peu partout, tout autour de la Méditerranée aussi, etc. Donc vous avez des pénuries de médicaments qui peuvent se faire. Les respirateurs artificiels, n'en parlons pas, vous en avez très très peu. Au Mali, vous en avez un, voilà, dans tout le pays. Et dans toute l'Afrique, on dit qu'il n'y a que 8000 lits en unité de soins intensifs. Donc ça vous donne un peu une idée de l'état dans lequel ce virus arrive. Surtout que vous avez un cocktail épidémique, comme il dit, c'est-à-dire que vous avez la malaria, le sida, la tuberculose qui se rajoutent à ça. Donc on est face à un gros problème qui peut devenir à un moment vraiment explosif. Et comme on a tout le monde qui est dans une économie de la survie, donc c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas forcément se permettre d'arrêter de travailler, tout simplement, parce que pour eux travailler, ça veut dire avoir quelque chose à manger, avoir quelque chose pour se chauffer ou du moins cuire ses aliments, etc. Donc l'idée qu'on peut injecter comme ça de la monnaie et faire semblant qu'on a résolu le problème, ça c'est un luxe des pays riches, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Si vous prenez le cas de l'Inde, par exemple, on a vu maintenant tous les travailleurs, qui viennent tous les jours travailler sur les chantiers, là on leur dit c'est plus possible. Du coup il y a un exode massif avec des gens qui justement sont jetés sur les routes et peuvent mourir du coup sur les routes. Donc vous voyez que vous avez des bus qui sont bondés, des trains donc on se rend compte en fait que le sous-développement a un impact en fait massif sur les gens quand il y a un virus. Et en plus, le fait qu'il soit en sous-développement empêche de traiter les symptômes après et toutes les maladies déclarées. Donc voilà. En plus, on a donc les Philippines, le Pakistan, l'Équateur, l'Haïti. L'Équateur qui a une véritable hécatombe là-bas. Haïti, ça commence vraiment à faire peur. Et l'Iran, donc à qui on a dit, il voulait faire un emprunt de 5 milliards de dollars au FMI, ça a été refusé, puisque la planche à billets s'est réservée aux autres, et donc on est complètement inconscient dans le monde que ce qui arrive à un endroit de la planète arrive potentiellement à tout le monde. Donc voilà, je me tourne un peu vers les questions. Donc, de quoi as-tu plus peur, le coronavirus ou le virus de la finance ? Je pense que le virus de la finance est ce qui nous empêche de nous débarrasser efficacement des coronavirus. Donc, à choisir, je dirais qu'il faut se débarrasser en priorité du virus de la finance tel qu'il est. Voilà. Donc, alors, Pierre, il me demande comment organiser le développement de l'Afrique. Alors,
pour être bien clair, on ne va pas organiser le développement pour les Africains, même si ce serait quand même la moindre des choses de quand même aider, hein, quand même, ce serait bien. Mais en tout cas, on voit beaucoup d'Africains qui déjà se sont offusqués parce que bah voilà, on a dit tiens, on va tester les vaccins sur les Africains parce que de toute façon ils ont rien à perdre. Ce qui est une mentalité complètement idiote et néocolonialiste. Hein. Donc il y a beaucoup d'Africains qui se révoltent contre ça et à raison parce c'est pas des rats de laboratoire. Hein. Donc non, la question qui va se poser au-delà du vaccin, c'est vraiment la capacité en termes de respirateurs artificiels, de masques, d'endroits dans lesquels on va pouvoir isoler aussi les gens. Et tout ça, c'est une capacité qui n'existe pas. Donc on va devoir, disons, produire en masse tous ces respirateurs, tous ces masques, etc. Donc et même les médicaments, parce que quand on met en réanimation, on a besoin de curares, de choses comme ça, d'anesthésiants. Donc c'est toutes ces choses-là auxquelles il va falloir penser. Et pour éviter, disons, disons, parce que là, je voulais citer du Lyndon LaRouche, là, qui est donc l'économiste américain, donc qui est décédé en 2019, mais qui avait en 1974, et puis ensuite plus tard, là, en 85, j'ai un texte où il montrait en fait qu'est-ce qu'était en fait disons les conséquences des conditionnalités du FMI, disons à l'époque déjà. Quelles seraient en fait les conséquences sur les épidémies, sur la survenue des épidémies. Et il disait que voilà, des formes inférieures de vie, donc les virus, qui consomment des formes humaines et des autres formes supérieures de la vie, en tant que carburant de leur propre prolifération. Donc en fait, c'est la biosphère qui doit s'adapter, qui s'adapte à l'impact de la chute de son propre potentiel, donc avec la pauvreté qui est engendrée. Donc il y a un potentiel, disons, productif de développement qui tombe, et la biosphère va s'adapter à ça, et elle va provoquer, disons, les épidémies. Au lieu de simplement mourir des effets de la malnutrition, la population engendre une pandémie qui devient l'adaptation de la biosphère à son propre état diminué. Et cette pandémie s'attaque alors à la concentration de la chute du potentiel qui a provoqué la diminution du potentiel de la biosphère globalement. Donc vous voyez que c'est d'abord disons, le fait de casser le potentiel productif qui amène ensuite la biosphère d'un niveau inférieur, les virus, à se développer dans ce milieu. Et là, il disait, si nous ne changeons pas, donc ça c'était en 1985, hein, si nous ne changeons pas la tolérance dont nous avons fait preuve jusque-là, sur les politiques d'austérité en Afrique notamment, le déclenchement de pandémies à partir d'Afrique et d'ailleurs atteindra ces parties de nos populations affaiblies par la crise économique, et notre manque d'aptitude morale à survivre pourrait devenir la cause de notre destruction. En continuant à tolérer les conditionnalités du FMI, nous sommes prêts de déclencher sur cette planète une telle combinaison de pandémies, renouvelées et nouvelles, qu'une guerre thermonucléaire généralisée serait préférable à l'holocauste biologique que la politique du FMI aura lâché sur cette planète. Donc voilà, je voulais citer LaRouche parce que je pense qu'on n'a pas pris vraiment à cœur ce qu'il disait à l'époque, et qu'aujourd'hui on est face à un holocauste biologique qui est voilà, donc assez imminent et qu'il faut régler à tout prix. Donc, alors question de John Bishop, vu la gestion de l'épidémie par notre gouvernement et la plupart des pays occidentaux, comment les pays africains peuvent-ils faire confiance à nos gouvernements? Je pense qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux gouvernements tels qu'ils sont. Ils peuvent faire confiance à des partis politiques comme nous pour faire une bataille de tous les instants pour mettre la pression sur ce gouvernement pour qu'il change de politique. Mais donc ça suppose, disons, un grand changement dans les citoyens en France, et que ce que je dis là et ce que Solidarité et Progrès dit, soit largement partagé, et que les gens agissent en fonction de nos idées, parce que c'est urgent en fait que d'abord on change de notre côté, et disons, pour que les pays africains puissent avoir confiance dans ce qu'on pourrait leur apporter. Alors, Émilien qui me demande, est-ce que le MES va avoir des impacts sur la gestion de nos politiques économiques
Concrètement, l'accord de 500 milliards d'euros va-t-il créer des ingérences sur la politique française? Comment l'Europe peut-il concrètement continuer à vivre en collaboration s'il y a des politiques imposées de façon générale? Donc effectivement, comme je disais, le MES, il a des conditions. Donc évidemment, ce sera des conditions qui vont être, on va dire, surveillées par les instances européennes. Donc il y a un conseil de surveillance du MES. Donc évidemment, et là on en vient un peu à tout ce que les gens disent actuellement. Édouard Philippe, il disait, voilà, paradoxalement, les pays européens qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont eu un sérieux budgétaire avant. Donc l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, etc. Et donc il dit, voilà, paradoxalement, c'est ceux qui ont eu le plus de sérieux budgétaire qui ont pu s'adapter le mieux, en fait, à cette crise. Donc vous voyez que le sérieux budgétaire n'est jamais vain. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire un petit peu, c'est qu'en gros, paradoxalement, le fait d'avoir coupé les budgets dans la santé, eh bien ça nous a permis d'être mieux préparés une fois que le coronavirus est arrivé, puisqu'on a fait du sérieux budgétaire, un petit peu. Alors on n'en a peut-être pas fait assez, comprenez. Et donc voilà, c'est le paradoxe du en même temps. Et donc c'est ça qui est dramatique en fait dans leur façon de penser. Il y a aussi Villeroy de Galhau, donc le président de la Banque de France, qui pour montrer aussi que c'est pas juste un problème européen. Parce que c'est important de voir aussi qu'on a des oligarques aussi chez nous qui pensent vraiment avec leurs pieds. Donc Villeroy de Galhau, qui est donc le directeur de la Banque de France, qui dit, gouverneur, il dit « Le traitement des dettes héritées de la crise du coronavirus supposera nécessairement un effort budgétaire rigoureux et des dépenses publiques plus sélectives. » Vous voyez ? Donc les types n'ont absolument rien compris à ce qui a créé la débâcle quand le coronavirus est arrivé. Ils n'ont absolument rien compris et ils sont prêts à remettre le couvert. Voilà, on a Christophe Barbier aussi, vous l'avez vu sur les plateaux télé, qui était devant Christophe Prudhomme, qui était un syndicaliste des urgentistes, et qui était à dire non, l'économie, c'est la gestion des ressources rares, si on donne des sous à la santé, il faudra bien en prendre ailleurs, et voilà, et Christophe Prudhomme, il était genre, mais de quoi il cause le monsieur, On est vraiment avec des gens qui ont un logiciel périmé, mais ils sont incapables de le changer. Donc c'est pareil en Europe. Donc voilà, ils ont le même logiciel, ils se sont refourgués les uns aux autres. Donc voilà. Alors j'ai peut-être une question là qui me vient donc de. Ah oui, bon, j'ai déjà posé. Alors Alexis qui dit vivement la 5G. Bon, les Chinois, ils ont utilisé la 5G pour, disons, améliorer le traitement, en tout cas, de la pandémie de leur côté. Donc, bon, on peut regarder un peu qu'est-ce que ça a fait. J'ai eu plusieurs questions donc sur est-ce que la solution c'est le Green New Deal, donc c'est-à-dire l'idée que ce serait la décroissance, finalement la solution, puisqu'on a trop joui avec cette croissance, cette production. Je pense en tout cas, nous pensons à Solidarité et Progrès, que c'est vraiment se tromper de cible, en fait. Ce qui fait que ce coronavirus a pu se développer, c'est le sous-développement. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait trop consommé. C'est plutôt le fait qu'on n'ait pas assez consommé de certaines choses qui sont très importantes. Et d'ailleurs, j'ai vu des chiffres en fait sur la question des hôpitaux et de dire voilà, si tout le monde devait avoir des hôpitaux en nombre suffisant, avec des lits d'hôpitaux suffisants dans le monde entier. Donc c'est à peu près 4,5 lits par 1000 habitants. Donc, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays, vraiment. L'Afrique, l'Asie, tout ça, ils ne sont pas là. Donc, si on mettait ça en place, donc il faudrait 35 millions, ça ferait 35 millions de lits d'hôpitaux. Et vu combien ça consomme d'énergie, en tout cas pour maintenir les hôpitaux, il faudrait 350 gigawatts
de puissance électrique pour faire en sorte que ces hôpitaux fonctionnent. D'accord ? Donc ça, ce serait si tout le monde dans le monde entier avait ce qu'il fallait. Donc 350, ça veut dire 350 centrales nucléaires, l'équivalent de 350 centrales nucléaires, juste pour les hôpitaux. D'accord ? Donc là, on a que 400 centrales nucléaires actuellement dans le monde, et là, il en faudrait juste pour les hôpitaux 350. Donc vous voyez un petit peu que le problème de dire que la décroissance c'est la solution, c'est qu'en fait ça fait fi du problème et de la solution. La solution pour avoir un système de santé efficace et qui a des moyens, c'est justement de mettre de l'énergie, de mettre des ressources dedans. Et c'est beaucoup de ressources si on veut que tout le monde y ait accès. Donc voilà, il faut vraiment mettre ce truc de la décroissance. On en reparlera une autre fois, mais en tout cas, c'est vraiment, ça part vraiment du mauvais présupposé. Surtout, pensons à tous les gens qui sont dans la misère la plus noire et disons, voilà, parler de décroissance en ce moment, c'est vraiment immoral. Alors Amir qui demande la pression sur ce gouvernement, de quelle façon ? Sacrée pression depuis novembre 2018 et pourtant ils s'en fichent royalement. Ouais, mais je pense que justement aujourd'hui ils se rendent compte que voilà les gilets jaunes, c'est ceux qui sont quasiment en première ligne dans cette crise du coronavirus. Voilà, c'est quand même des gens qui sont sur le terrain, qui on va dire prennent le plus de risques. Et ils le font pas parce qu'ils sont bien payés, hein, ils le font parce que en fait ils ont pas le choix et qu'ils croient quand même un minimum au fait de faire tourner la machine. Hein. Et je dirais que ça déjà c'est une prise de conscience en fait que des gens qui étaient indispensables, qui sont indispensables, ont été mis de côté et qu'on les a pas mis sous les projecteurs. Là ils sont sous les projecteurs et je dirais que voilà ça va à mon avis impacter beaucoup la société en général, et rien que sur ça, on peut capitaliser pour mettre la pression. Ensuite, je pense qu'avec le hashtag on n'oubliera pas, on voit quand même qu'il y a eu dans cette gestion de crise beaucoup de tabous, on va dire, qui ont sauté sur l'équilibre budgétaire, sur la planche à billets, sur toutes ces choses-là, et je pense que énormément de gens le savent, et il va y avoir un débat énorme en fait dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui va être une occasion, et il va falloir être vigilant et prêt, parce que voilà, le tout c'est d'arriver avec un plan d'ensemble. D'ailleurs, on va y venir après au plan d'ensemble. John qui dit est-ce qu'avec la chute de l'économie réelle et la planche à billets, on risque pas l'hyperinflation massive? C'est très 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 bonne remarque. D'ailleurs, il y a je sais plus un économiste ou quelqu'un, enfin un Allemand, qui disait oui, rappelez-vous l'Allemagne après la Première Guerre mondiale où on avait le traité de Versailles, donc qui avait disons obligé une baisse de la production forcément parce que les usines étaient réquisitionnées par les vainqueurs. Donc vous aviez une baisse de la production massive, sans compter les usines détruites, etc. Mais disons déjà rien que par l'accaparement des vainqueurs, vous aviez une baisse de la production massive, donc à peu près ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y a eu la grippe espagnole qui s'est greffée à ça, et dans la panique, à la fois pour la crise économique et la crise sanitaire, les autorités ont balancé la planche à billets et vous avez eu l'hyperinflation en 1923. Donc oui, il y a clairement en fait un risque avec tout ce qui est fait avec la planche à billets, la réserve fédérale, la BCE, etc. Il y a un risque que cet argent, si en fait il n'y a pas une annulation des dettes notamment, qu'au final il crée une inflation massive. Voilà. Et ça c'est, je vais pas vous dire les chiffres en tout cas, mais parce que c'est un petit peu dur. Mais en tout cas oui, il y a clairement un danger et l'histoire nous montre que c'est pas que ça peut arriver. Alors. Flo qui me dit ne faudra-t-il pas réorganiser la santé par la même occasion? La médecine allopathique, contre les lobbies, voilà, etc. Bon, ça c'est hors de mon propos, donc oui, j'imagine qu'il va y avoir... Bon voilà, il y a eu beaucoup de débats, en tout cas aujourd'hui, sur la gestion du traitement, etc., de
toutes ces choses-là. Donc bon, on va sûrement avoir un débat, les lignes bougent en tout cas dans le milieu médical. Alors Sébastien, comment se fait-il que l'Allemagne ait moins de problèmes dans ses hôpitaux que nous ou d'autres pays, si ce n'est pas le sérieux budgétaire? Bon, l'Allemagne déjà, ils ont eu un peu plus de temps que nous pour se préparer, ils ont vu l'Allemagne, la France, voilà, ils ont vu le truc arriver, donc déjà ils ont eu la bonne stratégie qui était le dépistage massif, des masques, etc. Et ils ont, on va dire, un avantage qui est qu'ils ont beaucoup d'industries en fait sur leur territoire, puisque c'est leur politique de dire les industries c'est pour nous, pas pour les autres pays européens. C'est une stratégie perdante à long terme, mais en tout cas ils l'ont à court terme, et donc ils n'ont pas eu beaucoup de mal à mobiliser leur industrie sur la production de masques, de tests, de dépistage, etc. Ce que nous, on a beaucoup de mal à faire, puisqu'on est dépendant d'importation, et on est dépendant, dès qu'on veut mettre en place une production, on a des capacités productives très amoindries, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie de l'Allemagne, et c'est sur ça qu'il va falloir, réfléchir très 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 rapidement. La solution pour ne plus avoir ces incompétents au pouvoir, que vous deveniez compétent en économie physique. On a tout sur notre site pour apprendre qu'est-ce que c'est, et ensuite il faut que vous rendiez tous les autres citoyens compétents, donc il faut faire un travail de pédagogie, et voilà, et apprendre aux autres ce que vous avez appris vous-même, et être toujours dans l'audace, dans la passion pour pouvoir le présenter. Il n'y a que comme ça qu'on peut virer les incompétents au bout d'un moment. Alors, la chute du pétrole, le FMI peut-il aider les pays pauvres? Oui, parce que dans les pays, par exemple, prenez le Nigeria, ou par exemple, c'est des pays pétroliers, et quand le prix du baril baisse à 20, 30 $, ils ont des petits problèmes, vous voyez. Donc le FMI peut-il les aider? Écoutez, c'est une question qu'il faut leur poser, mais je pense pas qu'ils aient, il vaut mieux qu'ils aient une aide de... Pour le moment, je préfère qu'ils aient une aide de la Chine, vous voyez, parce qu'au moins les Chinois, ils ont une aide qui est bien concrète en général, et qui est pas juste en fait du blabla monétaire. Donc voilà, il va falloir en dire, il va falloir penser un petit peu à coopérer avec les Chinois. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur notre site internet, on a tout un article contre cette tendance du China bashing, donc l'idée d'en mettre sur le dos de la Chine pour cette crise du coronavirus, vu que c'est eux qui produisent à peu près tous les masques sur Terre. Donc il faut aussi se dire qu'on a peut-être fait une connerie, nous, à la base, de délocaliser notre production, une grande partie de notre production dans ces pays-là, en n'ayant pas en tête que une pandémie, si elle arrive, tout le monde va se jeter sur les masques, en fait. Je veux dire, faut vraiment être un énarque pas dissident pour se dire que on a, en tant que pandémie, on pourra faire nos commandes sur Amazon ou Alibaba comme d'habitude, quoi. Donc c'est des gens qui réfléchissent pas du tout. Voilà. Alors, la décroissance immorale, peux-tu en dire plus? Non, parce que je vais en dire plus tard sur les vidéos de ma série. Voilà. Alors, Jamal, prêt pour faire quoi, s'il te plaît? Écoutez, nous, on a une feuille de route déjà pour vaincre le Covid-19. On a une conférence internationale le 25 et 26 avril pour, mettre sur la table toutes les solutions dont on a parlé. Donc la question de l'annulation des dettes, la fermeture des marchés financiers, le fait de reprendre, une économie physique au service des êtres humains. Donc ça, c'est des choses qui sont à mettre sur la table très rapidement. Donc prêt, on est prêt. Voilà, rejoignez-nous. Nous, on est actifs, quoi. Alors, Laurent, à quelles conditions la bourse peut-elle encore gagner de l'argent
par la croissance des profits de l'outil productif, quand actuellement elle fait gagner de l'argent aux spéculateurs à parier sur la baisse et que 90% des achats d'actions se font par des algorithmes. Bon, ça c'est une question bien précise. Je dirais que à quelles conditions, c'est ça la question. On est effectivement dans une... Alors, il y avait un texte de Jacques Cheminade dans notre journal Nouvelle Solidarité qui répondait à cette question, effectivement, où on dit que... Enfin, Jacques Cheminade disait que, disons, les marchés financiers ne sont même pas des marchés, puisqu'en fait, la plupart des transactions se font sans l'intervention de l'être humain, de l'homme, ou du trader ou quoi. Elles se font par des algorithmes, effectivement. Donc, dans ces conditions-là, déjà, on peut se dire où est le pilote, quoi, dans l'avion. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pilotes, et encore moins de gens qui voient à long terme. Alors, ce que j'avais envie d'en parler, c'était toute cette question ce qu'on appelle ce qu'on a appelé nous le virus du système des taux de change flottants. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est dans les années 71-73, donc on a changé le système qui était un système de Bretton Woods, donc avec des taux de change fixes entre les monnaies, qui permettaient donc des accords entre États sur une base de long terme, et dans lesquels on n'avait pas des fluctuations trop grandes, en fait, au jour le jour. On n'avait pas des fluctuations trop grandes, ou du moins négociées entre les pays sur tout un tas de choses. Et donc ça a éclaté, donc dans les années 70, début des années 70, et on a mis en place l'idée que c'est le marché lui-même qui allait réguler en fait les prix, qui allait réguler les taux de change entre les monnaies, les taux d'intérêt qu'il y aurait sur le crédit, et donc que ce serait par des procédures de marché avec des produits dérivés, des assurances. Donc on allait mettre tout un système d'assurance. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est l'épisode 2. Donc on mettait tout un tas de systèmes d'assurance qui a commencé à prendre une ampleur démesurée. Et tout ce système d'assurance était censé stabiliser le système. En fait, et donc les États, on les a mis de côté en disant vous stabilisez rien. Vous voyez, vous êtes inutile, on peut le faire nous-mêmes. Et c'était à l'époque, d'ailleurs, où les États-Unis aussi, en décembre 73, ont signé ce qu'on appelait les Health Management Organization, les HMO, qui étaient en fait la privatisation, on va dire, le début de la privatisation des hôpitaux et du système de santé, et qui s'est développé progressivement jusqu'à devenir aujourd'hui un truc complètement monstrueux dans lequel qui mange les gens, etc. Donc c'est quelque chose qui s'est fait dans la foulée. On voit que, disons, ce début des années 70, il faudrait vraiment étudier la question, si vous ne l'avez pas fait encore, parce que c'est là que s'est joué vraiment un tournant dans le système financier, où on a dit ce n'est plus les États qui doivent garantir à long terme, disons, la stabilité des marchés, au sens où on crée une condition avec l'investissement des États dans l'infrastructure, dans la recherche, la santé, l'éducation, etc. On crée une base, une plateforme qui permet justement de stabiliser l'avenir. Et au lieu de se donner les moyens, donner les moyens aux États de stabiliser l'avenir avec ce type d'investissement dans l'infrastructure de base, on a dit non, c'est pas à vous de vous en occuper, on va s'en charger, les marchés peuvent se réguler, etc. Ça, c'était l'erreur, l'erreur, le péché originel, on va dire, du système, il est là. Et Larouche, notre organisation, s'est battue depuis ce temps-là, en tout cas, pour faire machine arrière, parce que c'est ça qui allait créer en fait les conditions, et même Larouche parlait à un moment d'un fascisme financier, et là on est en train de le voir, dans nos hôpitaux on trie les gens, on est en train de se dire qu'on va faire des protocoles de déresponsabilisation des médecins quand ils euthanasient en gros les gens, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir arriver, et il faut vraiment aller voir au cœur du problème pour se dire où est-ce qu'on doit changer fondamentalement le système. Alors je reprends un peu les questions. Donc Jamal, qui contrôle les banques centrales et pourquoi ils ont le droit d'imprimer les billets et pas les États? Et c'est parce que les États c'est mal.
hein, c'est mal, c'est lié aux politiques, c'est lié à la démocratie, donc c'est-à-dire voilà, les gens ils changent un peu d'avis comme de chemise, et donc on l'a dit non, c'est pas bon, les États ils savent pas gérer la monnaie, les marchés ils savent bien. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir évidemment, puisque nous on propose de mettre en place des banques nationales partout, des banques nationales sous contrôle du peuple, avec une partie donc qui est sur les grands projets, on va dire communs, et une partie qui sera des projets plus coopératifs, collaboratifs et citoyens. Donc ça c'est quelque chose qu'une banque nationale peut faire. Et nous, on invite vraiment à mettre la pression sur ça. Si on sort pas de cette crise avec des banques nationales, c'est qu'on n'aura vraiment rien compris en fait à ce qui nous est arrivé, et on méritera de s'en prendre une nouvelle, parce que vraiment, si on n'apprend pas de nos erreurs, ça sert à rien de continuer, quoi. Alors, Alexandra, j'ai eu des polémiques avec des gens qui cherchent la conspiration derrière la crise du coronavirus. Quoi répondre à ces gens qui disent que le virus n'est pas si dangereux que cela et que c'est une mise en scène pour mieux contrôler les gens? Alors, si ce virus il est très très dangereux, bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais pas aller trop loin, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui vont essayer d'exploiter une situation de crise pour pouvoir mettre en place des choses, des lois liberticides, voilà, de se gaver sur la spéculation, etc. Donc voilà, il y a une partie qui est véritable. Maintenant, dire qu'ils ont tout planifié, le coronavirus, pour en arriver là, non. Donc je ne pense pas, et je crois qu'il vaut mieux se focaliser sur les solutions. Voilà, les quatre puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, qui doivent, avec la France, donc nous on est la France, donc on doit faire en sorte de participer en fait, et de faire en sorte que cette conférence-là ait lieu, et qu'on ait un changement du système financier et monétaire. Et j'en profite pour dire que Jacques Cheminade, donc la semaine prochaine, fera une émission là-dessus, spéciale. Donc vous pourrez aussi voir qu'est-ce qu'on propose et quelle sera la teneur de tout ça. Donc effectivement, les Chinois aident mais pas gratuitement. Quelle est la contrepartie? Donc oui, bon, ils vont pas non plus. Enfin, sur le coronavirus, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts qui sont pas forcément gratifiés. En règle générale, si vous parlez de la Chine en Afrique, il y a, disons, c'est donnant-donnant, hein, gagnant-gagnant. Des fois, c'est plus gagnant pour la Chine que pour les pays africains. Mais dans l'ensemble, il y a une conception qui est que si le pays acquiert donc une infrastructure de base pour s'industrialiser, donc elle pourra utiliser ses ressources propres et elle pourra produire sur son sol, sur son territoire, et que c'est comme ça qu'elle va se développer progressivement. Donc les Chinois font un effort particulier sur ces infrastructures de base et sur cette industrialisation. Chose qu'on n'a pas vraiment fait, nous, la France, quand on est allé en Afrique. Hein, on a fait des industries, oui, mais bon, pour exporter et faire du profit à l'extérieur. Donc là, c'est pas l'approche chinoise, et du coup, ça peut marcher. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, comme tout en fait. Faut jamais, c'est comme la chloroquine, faut prendre avec des pincettes, faut tout prendre avec des pincettes. Voilà, les pincettes, ça va être l'outil de base qu'on va devrait, avec les masques, on va en distribuer pas mal. Alors, Piki me dit, il faut surtout séparer les banques de dépôt et les banques de marché. Exactement. C'est exactement ce qu'on propose depuis plus de 15 ans maintenant. Hein, donc voilà, il va falloir mettre la pression. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a très peu de gens qui vont voir leurs députés pour leur mettre la pression. Donc voilà. Et il enchaîne Piki avec le Frexit. Voilà. Donc évidemment, oui, le Frexit, mais ça va pas régler le problème. Comme j'ai dit, de toute façon, vous avez les mêmes oligarques en France. Donc voilà, Villeroy de Galhau, il y a la Banque de France. Donc si vous vous débarrassez pas, vous faites pas un Villeroy de Galhau-xit, vous aurez de toute façon le même problème. Hein. Donc il faut aussi se rendre compte qu'il y a, disons, en France, un logiciel qui, d'une certaine manière, a été exporté aussi. Disons, déjà, le logiciel qui a été importé en France, il est, nous, on dit en tout cas, d'origine britannique.
donc qui est tout ce logiciel en fait comptable avec Raymond Barre, la gestion des ressources rares, plutôt que l'anticipation par l'économie physique des besoins futurs. Donc ça, c'est un logiciel qui a été importé en France parce qu'on ne l'avait pas dans les 30 Glorieuses. Hein. On était au contraire dans la bonne dynamique. Donc les années 70, on a eu ce logiciel qui est venu, et c'est après, ça s'est exporté aussi dans toute l'Europe. Donc voilà, il va falloir changer de logiciel, et ça c'est... D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que demain à 15h, j'organise une lecture d'un texte de Friedrich List, donc qui était un économiste du 19e siècle, qui s'est battu contre la fraude du libre-échange et de toute cette conception libérale, on va dire, de l'époque du 19e, et donc qui est encore aujourd'hui là. Et donc on va lire ça pour justement vraiment s'extirper en fait cette pensée-là, et voir voilà, comment faire pour qu'aussi en Europe on puisse l'extirper. Avant, enfin dire en même temps que de s'en aller, on peut aussi voilà. Mais de toute façon, il va falloir refonder une Europe, parce qu'on peut pas rester comme ça, même avec des accords multilatéraux, bilatéraux. C'est pas une façon de faire. Donc de toute façon, il va falloir refonder l'Europe, et donc il faut y penser. Alexis, comment aurait réagi De Gaulle face à cette crise? Eh bien, nous sommes couillonnés. Alors nous allons faire ce qu'il faut quand on est couillonné. On se casse. Et surtout, on aurait dit que il aurait dit que comment on appelle ça? L'intérêt de notre pays, c'est le même que l'intérêt de l'humanité dans son ensemble. Et que si on ne fait aucun effort pour que les pays en voie de développement sortent en fait de cette crise, non seulement du coronavirus, mais de leur état de pauvreté qu'on leur a imposé depuis 50 ans, 60 ans, pour certains, si on les sort pas en fait de ça, alors notre moralité, notre moralité va être vraiment détruite, et ce sera même plus la peine de vivre, quoi. Donc je pense que déjà De Gaulle, il aurait mis le niveau ici, voilà, au niveau de l'humanité, de comment est-ce qu'on s'en sort en tant qu'humanité, et pas juste en tant que la France toute seule, qu'elle soit frexitée ou pas. Que voilà, c'est vraiment une bataille, une guerre mondiale, et il faut la mener à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc là, on va prendre encore 10 minutes, 10 petites minutes pour prendre des questions. Moi, si j'avais quand même un truc à rajouter sur cette question du système après, et qu'on va discuter donc dans cette conférence internationale de l'Institut Schiller les 25 et 26 avril 2020. C'est cette question, donc il y a deux questions. C'est dans cette crise du coronavirus, on a une opportunité, c'est de mettre en place, disons, une approche, qu'on appelle top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, où on pense en fait les problèmes comme un tout, et qu'on crée les conditions pour que tous les échelons en fait du système économique répondent en fait à cette demande. Et donc on a un virus, on sait qu'on a tout un tas de capacités productives en fait à coordonner, à mettre en mouvement. Et ça, c'est donc on doit avoir cette vision globale, et ensuite on doit mettre en place les percées technologiques constamment en fait, et dans un rythme très 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 important. Donc là aujourd'hui ça doit jouer vraiment là-dessus, sur les percées technologiques, les découvertes scientifiques, les découvertes industrielles, etc. La reconversion industrielle, tout ça c'est des choses qui montrent que l'économie physique, c'est vraiment le cœur de la bataille, que tout le système financier qui s'est mis par-dessus en fait est lui en faillite, mais l'économie physique, là on est en train de voir que c'est le véritable, on va dire, substrat en fait de notre vie. Donc il va falloir absolument mettre en place la méthode Larouche de l'économie physique sur cette approche top-down, donc dans plein de domaines,
pas seulement le virus, mais dans plein de domaines, dans l'énergie, dans les transports, dans la coopération internationale contre, voilà, parce que les virus, il va falloir s'adapter là-dessus, mais vous avez les criquets en fait en Afrique et dans la péninsule arabique. Vous avez tout ce qui est la nourriture, déjà avoir une assurance, une garantie de nourriture pour tout le monde, mais vous pouvez penser aux tremblements de terre. Aujourd'hui, il n'y a aucune veille réelle en fait sur les tremblements de terre. On est pris quasiment au dépourvu tout le temps. Vous avez les éruptions solaires qui peuvent dégager en fait disons la couverture électrique très rapidement. On parle des astéroïdes, des comètes qui peuvent très bien frapper. Donc vous avez tout ce système en fait de veille, on va dire stratégique de l'humanité vis-à-vis de menaces réelles en fait qui sont vraiment en fait la base de la réflexion qu'on doit avoir. C'est les menaces réelles. Le système financier ne pense pas à ces menaces réelles, au monde réel. Donc toutes ces catastrophes qui peuvent arriver, auxquelles il faut se préparer. Ça doit être l'objet, voilà, de toute un développement de l'ingénierie industrielle, du travail qualifié, de la découverte permanente dans la science et de la mise en disons à disposition des ressources pour ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans l'idée que la décroissance ça va nous apporter soi-disant le bonheur. Non, on a des ressources à mettre à disposition des êtres humains et on doit se donner les moyens en fait de leur donner ces ressources pour qu'ils puissent se développer. Ça c'est vraiment la base de ce qu'on veut apporter en fait au niveau international dans notre conférence et qu'on veut un maximum de gens se connectent à ce moment-là pour pouvoir diffuser cette feuille de route et que ce soit quelque chose qui emporte vraiment l'humanité sur un stade supérieur de développement et de conscience, on va dire, économique et de conscience morale qu'on doit absolument avoir après cette crise. J'en profite pour dire, on parlait de la Chine tout à l'heure, mais par exemple, eux, ils ont déjà décidé d'investir 7 000 milliards de dollars dans l'infrastructure après cette crise, donc dans tout ce qui est la haute tension électrique, les trains intercités, l'intelligence artificielle, le big data, l'industrie 3.0. Donc on voit que déjà, ou la 5G aussi, attention, et donc on voit qu'ils ont déjà une longueur d'avance avant même d'être sortis de cette crise, parce qu'ils ont une conception qui est issue des meilleures conceptions qu'on a eues en France avec le plan, la planification indicative, donc dans les 30 glorieuses, etc. Et pour lesquelles la droite et la gauche étaient globalement d'accord, donc on avait un consensus à l'époque qu'on a perdu et qu'il faut absolument retrouver parce que c'est avec ce type de planification sur le long terme et pas une planification verte comme beaucoup l'exigent aujourd'hui où ils pensent qu'en diminuant la consommation de tout et de rien on va résoudre les problèmes. Non, c'est plus on aura d'habitants sur Terre, plus ils vivront vieux, et on veut qu'ils vivent vieux, on veut pas les euthanasier dès qu'on en trouve l'occasion, que nos enfants ils vivent avec des rêves, qu'ils ont beaucoup d'activités. Je pense que c'est pas en diminuant la consommation qu'on va y arriver. C'est au contraire en prenant, disons, la question par le bout de la production, de ce qui est nécessaire, et de s'organiser pour produire ça. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis pour la 5G. Écoutez, on verra. Pour l'instant, c'est pas la question. On peut parler, alors, une dernière question, de la gestion de nos territoires, l'origine de tous les problèmes et donc de toutes les solutions. Oui, effectivement, là, c'est aussi une question de morale. À un moment, on a laissé en fait notre base de population qui est dans les territoires ruraux, périurbains, dans les banlieues, etc. On a laissé tous ces territoires dépérir. Et on doit absolument, en fait, disons, au sortir de cette crise, on doit plus compter en fait l'argent. Là, le président Macron a dit coûte que coûte. Oui, à un moment, quoi qu'il en coûte, en fait, on doit
disons, investir massivement dans l'infrastructure du pays, dans le développement des forces productives du pays. Et si on le fait pas, en fait, on va se détruire, en fait, vraiment. On a devant nous vraiment une question de vie ou de mort. Et en termes de société, je veux dire, pas tout le monde va mourir, mais en termes de société, en termes de société morale, on a l'obligation aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour les territoires, pour les industries, pour les vieux, pour les jeunes. Voilà, il faut absolument cette mobilisation. Et aujourd'hui, bah, avec tout ce que je vous ai dit, bah, il n'y a aucun autre parti que le nôtre qui a ce programme. Voilà, donc il faut nous rejoindre le plus vite possible pour qu'on mette en place ceci le plus vite possible. Et voilà, on voit que dans le monde entier, vous avez beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte. Vous avez le président mexicain qui dit que le système néolibéral a échoué, qu'il faut un Roosevelt. Roosevelt, c'est quand même nous qui l'avons mis, Solidarité Progrès, sur la table depuis je sais pas moi, 20 ans, 30 ans. Donc voilà... on a Chevènement qui dit que le libéralisme a fait son temps, etc. Vous avez plein de gens qui commencent à sortir du bois, mais voilà, c'est pas des gens qui se sont battus sur le temps long contre ce système financier pour le changer. Donc faites confiance vraiment à des gens qui sont sur le front depuis plus longtemps que les autres et rejoignez-nous parce qu'on a vraiment besoin vous avez besoin de toute façon de vous, de votre combat pour y arriver. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'imagine que j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais en tout cas, on a une bonne base de travail. Je vous donne donc rendez-vous à la fois pour cette conférence le 25 et 26 avril, donc de l'Institut Schiller. Ce sera une visioconférence, donc tous les gens qui ont Internet pourront y participer. Donc il faut être le maximum, il n'y a pas d'excuse. Et donc demain, donc à 15h, je fais une lecture donc de Friedrich List, l'économiste, et on va discuter de la fraude du libre-échange et de comment on développe les forces productives dans un pays. Voilà. Donc je vous laisse ici et je vous remercie à tous pour votre participation active et on se reverra, vous inquiétez pas, pour un nouveau live, un nouveau direct sûrement la semaine prochaine. Voilà, merci à tous et bonne soirée, bon week-end.